Alors, dans cet exercice, qui mélange les probabilités et les suites, l'expérience est la suivante. On a des sacs qui sont numérotés, sac 1, sac 2, sac 3, etc., sac N et ainsi de suite. Et donc, dans ces sacs, il y a des billes. Il y a des billes de couleur. Par exemple, dans le sac 1, l'énoncé nous dit qu'il y a 2 billes vertes et qu'il y a 3 billes jaunes. Alors, vous me pardonnerez, je n'ai pas de feutre jaune, donc les billes jaunes seront bleues, c'est pas très grave. J'ai mis un J à l'intérieur comme jaune. Donc dans le sac 1, 2 billes vertes, 3 billes jaunes, et dans tous les sacs suivants, il y aura 2 billes vertes et 2 billes jaunes. L'expérience va se passer de la manière suivante, c'est qu'on va choisir une bille dans le sac 1, donc bien entendu les billes sont indiscernables au toucher, on ne sait pas laquelle on va prendre, ça veut dire que chacune des 5 billes a autant de chances d'être choisie que les autres. On va sélectionner une bille dans ce sac qu'on va rajouter dans le sac suivant. Ça veut dire que dans le sac suivant, eh bien désormais il y aura plus 4 billes, mais il y en aura 5, puisqu'il y aura les 2 jaunes, les 2 vertes, plus soit une jaune, soit une verte, ça dépend ce qu'on aura choisi dans le sac 1. La bille qui proviendra du sac 1 composera la 5e bille de ce sac, donc elle sera soit jaune, soit verte, et à nouveau on mélangera, on en choisira une et qu'on fera passer dans le sac suivant. Donc vous voyez la difficulté de cet exercice, c'est que comme on ne sait pas si au départ on a pris une bille jaune ou une bille verte, eh bien ça change à chaque fois les probabilités de choisir une bille jaune ou verte dans les sacs suivants. L'événement, la notation de l'événement, EN, c'est la bille tirée dans le sac N est verte. Voilà, donc l'expérience va se dérouler comme ça, et puis après je vais arriver à mon sac N. Donc le sac N, ça peut très bien être sac 3, sac 2 ou sac 1. Et donc E1, ce serait la probabilité de choisir une bille verte dans le sac 1. E2, ce sera la probabilité de choisir une bille verte dans le sac 2. E3, probabilité de prendre une bille verte dans le sac 3. Et donc la difficulté, c'est qu'on ne va pas connaître la composition des sacs 2, 3, 4, 5, 6, etc. On connaît la composition réelle que du premier. Voilà pour l'explication de cette expérience. On va passer aux questions. Les questions. Donc la question 1, petit a, on me demande de donner d'après l'énoncé des valeurs de probabilité. Alors on me parle par exemple de la probabilité de l'événement E1. Donc E1, je rappelle, c'est l'événement avoir choisi une bille verte dans le sac numéro 1. Donc, quelle est la probabilité d'avoir choisi une bille verte dans le sac numéro 1 ? Dans le sac numéro 1, j'ai 5 billes qui ont tout autant de chances les unes que les autres d'être choisies. Donc, comme il y en a 2 vertes et qu'il y avait 5 billes, ça me fait donc 2 chances sur 5 de choisir une bille verte dans le sac 1, ce qui vaut aussi 0,4. Ensuite, on me demande la probabilité de choisir une bille verte dans le sac 2, sachant qu'on avait pris une bille verte dans le sac 1. Donc ça veut dire, cette probabilité, sachant que je suis dans E1, c'est sachant qu'on avait pris une bille verte dans le sac 1. Donc ça veut dire qu'ici, vous voyez, je l'ai déjà mise, la bille qui a été prise ici et rajoutée dans le sac 2 est verte. Donc désormais, il y a 3 billes vertes pour 5 billes. Ça veut dire que la probabilité que j'ai de choisir une bille verte dans le sac 2, puisque c'est ce qu'on me demande, sachant que j'avais pris une bille verte dans le sac 1, c'est donc 3 chances sur 5. Ce qui vaut également 0,6. Ensuite, on me demandait P de E2 bar, P de E2, sachant E1 bar. Donc ça veut dire la probabilité de choisir une bille verte dans le sac numéro 2, sachant que l'événement E1 bar s'était passé, c'est-à-dire que je n'avais pas pris une bille verte dans le sac 1. Ça veut dire que si je suis dans E1 bar, c'est que je n'ai pas pris une bille verte dans le sac 1. Ça veut tout simplement dire que dans le sac 1, j'ai pris une bille jaune et donc que c'est une bille jaune qui va être ajoutée dans le sac 2 et que donc désormais, il y aura 2 billes vertes pour 5 billes et donc la probabilité de prendre une bille verte dans le sac 2, c'est 2 chances sur 5, ce qui vaut encore 0,4. Ensuite, on me demande d'en déduire P de E2. Alors là, P de E2, il va falloir commencer à faire un petit arbre. Donc en fait, la situation, si je la représente avec un arbre, c'est quoi ? Au départ, j'ai le sac 1 devant moi.
ce qui peut se passer quand je choisis une bille dans le sac 1, c'est que elle peut être verte. Dans le sac 1, il y a 2 chances sur 5 pour qu'elle soit verte. Ce qui veut dire qu'il y a 3 chances sur 5 pour qu'elle ne le soit pas. Et donc qu'elle soit jaune. Ensuite, si je suis dans l'événement E1, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer? Si je suis dans l'événement E1, je répète, c'est que j'ai choisi une bille verte dans le sac 1, donc désormais, je peux encore prendre une bille verte dans le sac 2. Dans ce cas-là, je vais vers l'événement E2. J'ai combien de chances? Il y avait 3 billes vertes si jamais on est dans E1. Donc 3 billes pour 5 billes, donc 3 sur 5. C'est le fameux 3/5 qui était ici. Mais également, je peux aussi ne pas prendre une bille verte dans le sac 2. Et comme il n'y a que 2 billes jaunes sur 5 billes, ça fait 2 chances sur 5 de ne pas prendre de billes vertes dans le sac 2. Ensuite, si jamais je suis dans l'événement E1 bar, ça veut dire que j'avais pris une bille jaune. Si j'ai pris une bille jaune, eh bien, la probabilité de choisir dans le sac 2 une bille verte, je n'ai que 2 billes vertes pour 5 billes, donc la probabilité d'être dans l'événement E2, c'est 2 chances sur 5, alors que ça va être 3 chances sur 5 de prendre une bille jaune. Voilà mon arbre. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me demandait P de E2. Alors sur mon arbre, vous pouvez remarquer qu'on retrouve toutes les probabilités. P de E1, elle est bien ici. P de E2 sachant E1, c'est la probabilité de E2 sachant que j'étais sur E1, elle est ici. Et P de E2 sachant E1 bar, c'est P de E2 sachant E1 bar, elle est inscrite ici. Donc j'ai bien tout retrouvé. J'efface ici ce que j'avais fait. Et donc, on me demandait de déduire P de E2. Donc, P de E2, eh bien, j'observe mon arbre et je retrouve E2 dans cette branche et dans celle-là. Donc, d'après la formule des probabilités totales, P de E2, ça va être la probabilité de E1 inter E2 plus la probabilité de E1 bar inter E2. Donc je répète, ça c'est d'après la formule des probabilités totales. Voilà, on n'a que E1 et E1 bar ici forment une partition de notre univers. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, P de E1 inter E2, ça va donc être la multiplication de P de E1 avec P de E2 sachant E1. Donc, en gros, 2/5 fois 3/5. Si je veux tout détailler avec des notations, 2/5, c'est rien d'autre que P de E1. Et 3/5, c'est rien d'autre que P de E2 sachant E1. Plus cette branche-là, 3/5, c'est rien d'autre que P de E1 bar. Fois celle-là, c'est P de E2 sachant E1 bar. P de E2 sachant E1 bar. Ça me donne 2/5 fois 3/5. Plus 3/5 fois 2/5. Ça me donne donc des 25e, puisque 5 fois 5 au dénominateur, donc ça me donne 2 fois 3, 6/5, plus à nouveau, 6 25e, plus 6 25e, ce qui me donne 12 25e. Voilà la probabilité de prendre une bille verte dans le sac 2. Dans la question petit b, on me demande d'établir une relation, enfin plutôt d'exprimer P de En plus 1 en fonction de P de En. C'est-à-dire que je veux obtenir P de N plus 1 égale, et de l'autre côté, je vais avoir uniquement des nombres et P de En.
Donc ça veut dire qu'on me demande un lien entre la probabilité de prendre une bille verte dans le sac n plus 1, donc j'ai qu'à le dessiner. Le sac n plus 1, il va être derrière mon sac n. Voilà, Sn plus 1, ça continue après. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sac n plus 1? Bah, comme dans tous les autres, il y a deux billes vertes et il y a deux billes jaunes. Voilà. Et donc, on me demande d'exprimer la probabilité de choisir une bille verte dans ce sac en fonction de la probabilité que j'avais de choisir une bille verte dans le sac précédent. Pour ça, on me dit de m'aider d'un arbre pondéré. Bah, je vais résumer la situation. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe plein de choses, c'est-à-dire les billes que je choisis d'un sac à l'autre, je ne sais pas trop ce que c'est à chaque fois, c'est soit des jaunes, soit des vertes, mais l'idée c'est quand même que dans le sac N, bah, au final, soit je vais prendre là-dedans, il y aura une bille que je ne connais pas, qui sera soit verte, soit jaune, qui reviendra du sac juste avant, donc du sac N-1, qui aura été rajouté. Je mélange, et donc je vais prendre une bille dans ce sac, dont je ne saurais pas si elle est verte ou jaune, et dont je ne connais pas la probabilité qu'elle le soit d'ailleurs. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit elle va être verte, et dans ce cas-là, je serai dans l'événement EN, qui veut dire que j'ai choisi une bille verte, soit elle sera jaune, donc pas verte, et je serai dans l'événement EN bar. Quelle est la probabilité que ça se produise, que la bille soit verte dans le sac N? Je ne sais pas, puisque je ne sais pas la bille que j'ai rajoutée dans le sac N. Donc, je suis obligé de dire que c'est la probabilité de EN, mais je n'en sais pas plus. Pour EN bar, quelle est la probabilité de choisir une bille qui ne soit pas verte? Je ne sais pas plus que la probabilité d'en prendre une verte, puisque je ne sais pas ce qui a été rajouté dans ce sac. Donc, par contre, je sais que c'est le complément de la probabilité de choisir une bille verte pour arriver à 1. Donc, c'est 1 moins P de EN. Si là, j'ai un nombre, là, j'ai 1 moins ce nombre, puisque la somme sur mes deux branches ici doit donner 1. Donc en fait, là, avec ces deux branches, j'ai résumé tout ce qui s'était passé. Donc je suis allé directement à l'étape N. Est-ce que j'ai pris une bille verte ou pas? Si j'ai pris une bille verte à l'étape N, j'ai le choix, soit je vais prendre une bille verte dans le sac N plus 1, soit je prendrai une bille jaune dans le sac N plus 1. Alors, est-ce que je connais la probabilité de prendre une bille verte dans le sac N plus 1? Là, c'est conditionné au fait que dans le sac N, je sais que je suis dans EN, donc que j'ai choisi une bille verte. Donc, pour ces branches-là, c'est une bille verte qui a été rajoutée dans SN plus 1. Donc, la probabilité de prendre une bille verte, c'est 3 chances sur 5. Et probabilité de prendre une bille jaune, que 2 chances sur 5. Ça, c'est parce que je suis dans l'événement EN, donc j'ai considéré que ce que j'avais pris, c'était une bille verte dans le sac N. Si je suis dans EN bar, eh bien, je peux... Donc EN bar, ça veut simplement dire que c'est plus une bille verte que j'ai rajoutée, mais en fait, c'est une bille jaune. Dans ce cas-là, je peux toujours choisir une bille verte dans le sac N plus 1 ou une bille jaune. Si jamais j'avais pris une bille verte dans le sac N, une bille jaune dans le sac N, je suis donc dans cette situation-là, j'ai 3 billes jaunes pour 2 billes vertes, donc la probabilité de prendre une bille verte, c'est 2 chances sur 5, la probabilité de prendre une bille jaune, c'est 3 chances sur 5. Voilà, donc là, j'ai fait mon arbre qui va me permettre de calculer P de N plus 1 en ajoutant cet événement-là, la probabilité de cet événement à la probabilité de cet événement-là. Donc c'est parti, je vais le rédiger. Donc d'après la formule des probabilités totales, hop, eh bien j'ai P de EN plus 1 qui est égal à quoi? Donc c'est égal à P de EN inter EN plus 1 plus P de EN bar inter EN plus 1. Voilà, donc je vais directement écrire mon calcul. Alors,
P de En inter En plus 1, donc c'est la probabilité de toute cette branche, donc je vais multiplier P de En à 3 cinquièmes. Donc ça fait P de N fois 3 cinquièmes, donc je peux le mettre dans l'autre sens, 3 cinquièmes fois P de En. Ici, la probabilité sur cette branche, eh bien, c'est 1 moins P de N multiplié par 2 cinquièmes. 1 moins P de N, je mets des parenthèses autour, hein, c'est un seul nombre qui doit entièrement être multiplié par 2 cinquièmes. Donc plus 1 moins P de En fois 2 cinquièmes. Qu'est-ce que ça me donne? Je vais développer tout ça pour réduire un petit peu. Ça me donne 3 cinquièmes de P de En plus 1 fois 2 cinquièmes, 2 cinquièmes, et moins P de En fois 2 cinquièmes, donc moins 2 cinquièmes de P de En. Du coup, eh bien, si je rassemble un petit peu, là, si ici je calcule un petit peu combien j'ai de P de N. Donc là, j'ai 3 cinquièmes de P de N et je retire 2 cinquièmes de P de N. Donc finalement, il ne me reste que 1 cinquième de P de N. Donc 1 cinquième de P de En plus les 2 cinquièmes qui me restent ici. D'accord? Donc 3 cinquièmes de P de N, si je retire 2 cinquièmes de P de N, il me reste 1 cinquième de P de N plus 2 cinquièmes. J'ai donc établi la formule que je souhaitais, c'est-à-dire que j'ai exprimé P de N plus 1 en fonction de P de N. Donc ici, j'ai répondu à la question qu'on me posait. Voilà pour cette question 1b. Alors, dans la question 2, on introduit une suite. U1 vaut 2 cinquièmes, et pour tout n plus grand que 1, eh bien, UN plus 1 sera défini comme 1 cinquième du terme précédent plus 2 cinquièmes. Bon, on a l'habitude de ce type de suite, c'est une suite arithmético-géométrique. Elle n'est pas sans nous rappeler la formule qu'on vient de trouver sur les probabilités. Bah oui, souvenez-vous, P de 1, qu'est-ce qu'on avait dit que ça valait? P de 1, dans le sac E1, il y avait, dans le sac S1, il y avait 2 billes vertes pour 5 billes. Donc on avait 2 chances sur 5 de choisir une bille verte. Donc P de 1, vous voyez, on dirait qu'on a appelé P de 1, on l'a appelé U1. Et ici, qu'est-ce qu'on avait trouvé, nous, dans la question juste avant? P de N plus 1, on avait trouvé que c'était 1 cinquième de P de En plus 2 cinquièmes. Donc vous voyez, on dirait bien que P de N plus 1, c'est UN plus 1, et que P de N, c'est UN. Donc en fait, quand on nous définit cette suite, on est en train de nous alléger les notations. C'est-à-dire plutôt que d'avoir P de 1, on notera juste U1, et plutôt que d'avoir P de N, on notera juste UN, et plutôt que d'avoir P de N plus 1, on notera juste UN plus 1. Donc ça, on ne l'oublie pas. Alors, cela dit, on nous demande d'étudier la suite, et on me demande de démontrer que la suite U est majorée par 1 demi. Alors, j'ai l'habitude de montrer que des suites sont majorées, encore plus quand elles sont arithmético-géométriques. Je sais que je peux le faire facilement par récurrence. Donc, je vais montrer par récurrence alors je vais définir une propriété. La propriété Pn, qui est que, alors, être majoré par 1 demi, ça veut dire que chacun de mes termes UN doit être plus petit que 1 demi. Donc voilà ce que je vais vérifier. Je vais vérifier que la propriété qui dit que UN est plus petit qu'un demi, et que cette propriété Pn est vraie pour tout n. Est vraie pour tout n. Alors n, attention, hein, les UN n'existent qu'à partir de U1, donc pour tout n supérieur ou égal à 1. Je vais donc initialiser mon raisonnement. Initialisation, c'est-à-dire que je vais vérifier que déjà, si je veux montrer que ma suite est majorée par 1 demi, il faut déjà que je vérifie que c'est vrai pour le tout premier terme. Donc initialisation. Je veux démontrer ma toute première propriété. Ma toute première propriété, c'est pour n égale 1. Donc je peux me noter dans un coin, qu'est-ce que c'est que P1? P1, c'est que U1 est plus petit qu'un demi. Donc il faut que j'arrive à prouver que U1 est plus petit qu'un demi. Ça va être facile parce que U1, je sais ce qu'il vaut. Donc U1, c'est égal à 2 cinquièmes. Or,
Or, 2 cinquièmes, ça vaut 0,4, donc c'est plus petit que 1 demi qui vaut 0,5. Or, 2 cinquièmes est plus petit que 1 demi. Donc finalement, j'ai bien prouvé que U1 était plus petit que 1 demi. Et donc, j'ai prouvé que P1, cette propriété Pn mais au rang 1, est vraie. J'ai donc initialisé mon raisonnement. Il ne me reste plus qu'à montrer que cette propriété est héréditaire, c'est-à-dire qu'elle se transmet d'un rang au suivant. J'efface et je rédige les résultats. C'est parti, donc j'ai laissé ici ma suite, mais hop. Donc hérédité. Donc pour l'hérédité, je vais prendre un n qui est quelconque et que je vais supposer que pour ce n-là, eh bien, la propriété est vraie. Je vais montrer qu'automatiquement, ce sera vrai pour le rang suivant. Donc soit un n appartenant à grand N étoile, puisque je vous rappelle que n n'a pas le droit d'être égal à 0 ici. Montrons. Alors, on suppose que Pn, donc la propriété au rang n, je rappelle ce que c'est que Un est bien plus petit que 1 demi. Montrons que quand un terme est plus petit qu'un demi, le suivant va obligatoirement l'être aussi. Montrons que Pn plus 1, qui n'est autre que dire que Un plus 1 est plus petit que 1 demi. Est encore vrai. Donc là, ça va être une récurrence extrêmement facile. Je vais partir de ce que je suppose vrai, donc du fait que UN est inférieur ou égal à 1 demi. Ça, je le suppose vrai, donc je peux en partir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous voyez, je vais essayer de retrouver UN plus 1 ici. Donc, je vais refabriquer tout ce qu'il y a autour de UN dans le but de dire à la fin qu'en fait, c'est UN plus 1. Donc, je vais commencer par multiplier par 1 cinquième. Lorsque je multiplie par un nombre positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, je multiplie dans les deux membres. Donc, ça me fait 1 cinquième de UN plus petit que 1 cinquième fois 1 demi, ce qui fait au passage 1 dixième. Ensuite, à 1 cinquième de UN, il faut que je rajoute 2 cinquièmes. Donc, 1 cinquième de UN, je lui rajoute 2 cinquièmes. Quand je rajoute un nombre positif ou négatif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Ça, on a dit qu'un cinquième fois 1 demi, ça faisait 1 dixième. Et donc, je rajoute également ici 2 cinquièmes, puisque j'avais rajouté dans le membre de gauche, je rajoute dans le membre de droite. Donc, alors déjà ici, je peux remarquer que j'ai refabriqué exactement 1 cinquième de UN plus 2 cinquièmes, donc finalement, j'ai refabriqué UN plus 1. Et que c'est plus petit que 1 dixième plus 2 cinquièmes, alors là, il faudrait que je mette au même dénominateur. Je peux tout mettre en dixième. Parce que là, j'ai des dixièmes, et 2 cinquièmes, je peux facilement le mettre en dixième. Il suffit que je multiplie par 2 au numérateur et au dénominateur, ça va me faire 4 dixièmes. Donc 1 dixième plus 4 dixièmes, ça me donne 5 dixièmes. Et 5 dixièmes n'est rien d'autre que 1 demi. J'ai donc prouvé que Pn entraînait Pn plus 1. Donc je vais le dire. Donc Pn, donc ça s'écrit en dessous. Vous voyez que j'ai plus de place sur le tableau. Donc Pn a entraîné Pn plus 1. Et donc conclusion. Pour tout n appartenant à n étoile, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire Un est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ça, c'est la définition d'être majoré par 1 demi. Donc la suite U est majorée par 1 demi. Donc petit rappel, une récurrence, il y a 3 étapes. Il y a l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Alors ensuite, dans la question petit b, on me demande de montrer que la suite U est croissante. Donc,
Deux méthodes sont faisables ici. Je vais en faire qu'une, mais je vous détaille un petit peu l'autre. Méthode 1, c'est par récurrence. Par récurrence, c'est les mêmes étapes que dans la récurrence d'avant, sauf que la propriété Pn que vous devez poser, pour montrer qu'une suite est croissante, il faut montrer qu'un terme un est toujours plus petit que le suivant, c'est-à-dire que un plus 1. Si vous arrivez à prouver que pour tout n, un est toujours plus petit que un plus 1, vous allez donc prouver que votre suite était croissante. Donc ça se fait assez facilement, hein. Alors pour l'initialisation, eh bien, il faudrait vérifier la propriété P1 qui est que U1 est plus petit que U2. Alors pour ça, U1, vous savez que c'est 2/5. U2, il faudrait le calculer grâce à cette formule. Et vous trouverez un nombre qui est plus grand que 2/5. Vous aurez donc montré l'initialisation. Et pour l'hérédité, vous supposerez ça, et vous montrerez Pn plus 1 qui est que Un plus 1 est plus petit que Un plus 2, en faisant exactement les étapes qu'on avait ici. Vous prenez ici Un plus petit que Un plus 1, puisque vous supposez que Pn est vrai. Vous multipliez par 1/5 des deux côtés. Puis vous rajoutez 2/5 des deux côtés. Ça a donné quoi? Ça a donné 1/5 de Un, plus petit que 1/5 de Un plus 1. Ensuite, ça va vous donner, on n'a pas changé de sens parce qu'on a multiplié par 1/5 qui était positif. Ensuite, ça va vous donner 1/5 de Un plus 2/5 plus petit que 1/5 de Un plus 1 plus 2/5. J'ai rajouté 2/5 des deux côtés, je ne change pas le sens. Et donc, là, je me rends compte qu'ici, j'ai Un plus 1, puisque j'ai la formule ici. Donc, ça me donne Un plus 1. Et là, j'ai la même formule, sauf que ce n'est pas appliqué à Un, c'est appliqué à Un plus 1. Donc, du coup, ça ne me donne pas Un plus 1, mais le terme suivant du Un plus 1, c'est-à-dire Un plus 2. Donc, finalement, voilà, vous avez montré que Pn entraînait Pn plus 1, et donc vous pouvez conclure votre récurrence. Voilà. Donc, il y a une deuxième méthode. Donc ça, c'était la méthode par récurrence, que je ne fais pas parce que je viens de corriger une récurrence juste avant. Donc, je vais tenter l'autre. Pour montrer qu'une suite est croissante, on peut aussi calculer la différence entre deux termes. Donc, pour tout n appartenant à grand N. Et oui, hein, c'est toujours le même principe. Pour montrer que Un est plus petit que Un plus 1, puisque c'est ça une suite croissante, c'est que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, ici il y a une étoile, Un est plus petit que Un plus 1. Donc pour montrer ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux calculer Un plus 1 moins Un dans l'espoir de montrer que ce résultat est plus grand que 0. S'il est plus grand que 0, ça veut dire que Un est plus petit que Un plus 1. Donc, technique pour montrer qu'une suite est croissante, je calcule la différence entre Un plus 1 et Un. Si le résultat est positif, donc je répète, si le résultat est positif, ça voudra dire qu'Un plus 1 moins Un est plus grand que 0, ce qui voudra dire que Un plus 1 est plus grand que Un. Donc Un plus 1 est plus grand que Un, ça veut dire que Un augmente au fur et à mesure que N augmente. Si jamais vous trouvez un résultat négatif, ça voudra dire que c'est le contraire. C'est que c'est Un plus 1 qui est plus petit que Un. Voilà. Si vous n'avez jamais rien compris à cette méthode de positif ou négatif, eh bien tout simplement réfléchissez à ça. J'ai deux trousses. J'ai la trousse de Paul. Côté Paul, hop. J'ai la trousse de Jean. J'ai des stylos dans la trousse de Paul, j'ai des stylos dans la trousse de Jean. Je ne vous dis pas combien il y en a dans la trousse de Paul ni dans la trousse de Jean. Mais je vous dis que quand je prends le nombre de stylos qu'il y a dans la trousse de Paul et que je retire le nombre de stylos qu'il y a dans la trousse de Jean, eh bien, je trouve 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Si, quand je prends le nombre de stylos de la trousse de Paul et que je retire le nombre de stylos de la trousse de Jean, je trouve 4, c'est donc que Paul avait plus de stylos que Jean. Si par contre je vous dis qu'en faisant la même opération, prendre le nombre de stylos de la trousse de Paul et retirer le nombre de stylos dans la trousse de Jean et que je trouve moins 20, c'est donc que j'ai retiré plus, c'est donc que c'est Jean qui avait le plus de stylos.
Eh bien là, c'est pareil. Je fais une soustraction. Si jamais je vous donne un résultat qui est positif, ça veut dire que le premier nombre était plus grand que le deuxième. Je n'ai pas retiré assez. Si par contre mon résultat est négatif, c'est que en fait, mon deuxième nombre, c'était lui le plus grand. Donc c'est pour ça, quand on essaie de savoir qui de un ou de un plus 1 est le plus grand, on calcule la différence. Bref. Du coup, je calcule un plus 1, je le remplace par son expression, c'est 1 cinquième de un plus 2 cinquièmes. Et je retire un, donc moins un. Là, j'ai juste remplacé un plus 1 par 1 cinquième de un plus 2 cinquièmes. Du coup, des un, ici j'en ai 1 cinquième, et là j'en ai moins 1. Donc en tout, j'en ai 1 cinquième moins 1 des un. J'ai factorisé. Plus 2 cinquièmes. Alors 1 cinquième moins 1 c'est 5 cinquièmes. Donc ça fait 1 cinquième moins 5 cinquièmes, donc ça fait moins 4 cinquièmes de un plus 2 cinquièmes. Arrivé ici, je me demande, est-ce que ce nombre-là est positif ou est-ce qu'il est négatif? Alors, ici, ça ne va pas forcément nous paraître évident, donc je peux me poser la question. Quelle serait la contrainte sur un pour que ce soit ici positif ou négatif? Alors, je vais faire une petite pause et je vais me poser la question. Moins 4 cinquièmes de un plus 2 cinquièmes. Quand est-ce que c'est positif? Eh bien, c'est quand 2 cinquièmes est plus grand que 4 cinquièmes de un. C'est équivalent. J'ai rajouté 4 cinquièmes de un des deux côtés. Donc ici, moins 4 cinquièmes de un c'est annulé. Et de l'autre côté, j'ai ça. Ensuite, je vais continuer à isoler un pour connaître la condition sur un. Eh bien, il faudrait, pour que moins 4 cinquièmes de un plus 2 cinquièmes soit positif, il faudrait que un soit plus petit que 2 cinquièmes divisé par 4 cinquièmes. D'accord? J'ai divisé par 4 cinquièmes. Quand je divise par un nombre, je fais très attention à savoir est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif parce que ça peut changer le sens. 4 cinquièmes est positif, donc je ne change pas le sens. On continue la résolution. C'est donc équivalent à diviser par un nombre revient à multiplier par son inverse. Donc en fait, ça me donne 2 cinquièmes fois 5 quarts supérieur ou égal à un. Et 2 cinquièmes fois 5 quarts, eh bien, ça me donne tout simplement un demi. Donc, j'arrive à quoi comme conclusion? J'arrive à la conclusion que ce nombre-là est positif si et seulement si un est en dessous de 1,5. Mais qu'est-ce que je viens de prouver dans la question 2b? Je viens de prouver que un était majoré par 1,5. Donc en fait, ça, c'est toujours vrai. Donc comme je n'ai que des équivalences, ça veut dire que ça, en réalité, c'est toujours vrai. Donc je vais dire, or, d'après 2a, U est majoré par 1,5. Donc, pour tout n appartenant à grand N, étoile, eh bien ça, c'est toujours vrai. 1,5 est toujours plus grand que un. Donc, qu'est-ce que je viens de prouver? Que pour tout n appartenant à n étoile, si lui est toujours vrai, comme j'ai des équivalences, je viens de prouver que lui est toujours vrai. Donc, moins 4 cinquièmes de un plus 2 cinquièmes est toujours plus grand que 0. Donc, ça veut dire que ce nombre-là est toujours plus grand que 0. Donc, un plus 1 moins un est toujours plus grand que 0. Donc, pour tout n appartenant à grand N étoile, un plus 1 moins un est toujours plus grand que 0. Et donc, si j'ai trouvé qu'un plus 1 moins un était plus grand que 0, c'est que ma suite est croissante. Donc, U est croissante.
Voilà, donc cette méthode, vous n'allez pas forcément la trouver plus rapide que la récurrence. Ben, donc dans ce cas-là, faites une récurrence, il n'y a aucun problème. Je voulais vous montrer quand même celle-là, puisque de temps en temps, on est amené à l'appliquer. Alors, on passe à la 2C. Dans la 2C, on me demande de justifier que la suite U converge et on me demande de préciser sa limite. Alors, pour justifier que U converge, en fait, je peux utiliser simplement la question de A et la question de B. Donc, c'est parti. Comment je peux les utiliser? Eh bien, d'après la question de A, eh bien, j'ai montré que U était majoré par 1/2. D'après 2B, eh bien, j'ai montré que U est croissante. Eh bien, vous avez un théorème dans votre cours qui vous dit que toute suite croissante et majorée convergent. Or, tout de suite réelle, croissante et majorée, réelle, c'est juste une suite de nombres réels. Tout de suite réelle, croissante et majorée convergent. Donc, c'est votre cas ici. Hein. Elle est croissante, elle est majorée. Donc, U converge. Alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle converge vers un réel. On ne peut pas trouver tout de suite sa valeur. Hein. Converge vers un réel petit l. Je ne peux pas dire grand-chose sur petit l, sauf que U1 va aller de cinquième, que ma suite est croissante, donc elle va tendre vers un petit l qui est forcément plus grand que 2 cinquièmes. Donc petit l, je sais déjà qu'il est comment? Il est plus grand que 2 cinquièmes. Et je sais aussi que ma suite est majorée par 1/2, donc petit l, au mieux, c'est 1/2, mais ça ne peut pas être plus, parce que si la limite c'était au-dessus de 1/2, ma suite ne serait pas majorée par 1/2, puisqu'elle se rapprocherait toujours plus de mon nombre qui est plus grand que 1/2. Donc, je sais qu'elle converge vers une limite L, et la seule chose que je sais sur petit l, c'est que c'est entre 2 cinquièmes et 1/2 pour le moment. Alors maintenant, il va quand même falloir qu'on me demande de trouver petit l, donc je vais le faire. Alors, je vais rappeler la formule qui régit ma suite, c'est que pour tout n appartenant à grand N étoile, je sais que UN plus 1 est égal à 1 cinquième de UN plus 2 cinquièmes. Donc, j'ai un petit peu l'habitude de ces questions. On a déjà fait ça dans le chapitre sur la continuité. Eh bien, je vais calculer la limite. Donc, ici, je vais dire que la limite de UN plus 1, donc par passage à la limite, donc je sais que la limite de UN plus 1 quand n tend vers plus l'infini, je viens de dire que la suite U convergeait vers L. Donc les UN plus 1, ils se rapprochent de L également. Et la limite de UN, du coup, c'est également, donc là j'ai parlé de ce côté-là, hein, et là je vais parler de ce côté-là. La limite de UN quand n tend vers plus l'infini, c'est aussi égal à petit l. Donc, alors là, tout ce que je vais faire, ça conserve la continuité. Donc la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1 cinquième de UN, c'est égal à 1 cinquième de petit l. Et donc, là, je fais des opérations sur les limites. Donc la limite, quand n
tend vers plus l'infini de, de 1 cinquième de un plus 2 cinquièmes, eh bien, c'est égal à 1 cinquième de petit l plus 2 cinquièmes. Donc ici, grâce à la continuité, finalement, eh bien, je vais pouvoir dire que petit l, la limite ici, ce nombre-là tendait vers petit l. De ce côté-là, ça tendait vers 1 cinquième de petit l plus 2 cinquièmes. Donc ça veut dire que petit l est égal à 1 cinquième de petit l plus 2 cinquièmes. Donc maintenant, il va falloir trouver le petit l qui satisfait cette égalité-là. Donc je vais chercher à résoudre petit l égale 1 cinquième de petit l plus 2 cinquièmes. Alors, pour tout n appartenant à grand N étoile, dire que petit l est égal à 1 cinquième de petit l plus 2 cinquièmes, eh bien ça veut dire que L moins 1 cinquième de petit l vaut 2 cinquièmes. Donc ici j'ai 5 cinquièmes, puisque 1 c'est 1 cinquième, c'est 5 cinquièmes, pardon. Donc 5 cinquièmes de L moins 1 cinquième de L, ça donne 4 cinquièmes de L égale 2 cinquièmes. Et donc c'est équivalent à dire que L est égal à 2 cinquièmes divisé par 4 cinquièmes. Ce qui est équivalent à dire que petit l égale à 2 cinquièmes fois 5 quarts, divisé par un nombre bien multiplié par son inverse. Et donc 2 cinquièmes fois 5 quarts, ça fait 1 demi. J'ai donc prouvé que, en fait, ma limite petit l, c'était bien 1 demi. Donc, U converge vers 1 demi. Voilà, on a trouvé la limite. Alors, dans la question 3, on nous parle de l'évolution des probabilités de P de N. On vous dit à l'aide des résultats précédents, bien déterminer l'évolution des probabilités de P de N. Alors en fait, pour tout N, on avait fait la remarque tout à l'heure, appartenant à une étoile, P de N n'est autre que UN. Donc ça veut dire que tous les résultats qu'on a sur la suite U, on peut les appliquer à la suite des probabilités P de N. Donc on savait que UN était croissante. Donc la suite des probabilités est croissante. Et on savait aussi que la suite U convergeait vers 1 demi. Donc P de N, la suite des probabilités P de N, converge vers 1 demi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus N est grand, plus P de N se rapproche de 1 demi. Et donc en petit b, on nous posait la question, pour quelle valeur de l'entier N a-t-on 0,49999 plus petit que P de N, plus petit que 0,5. Voilà, on nous demande de trouver N pour que P de N soit compris entre ce nombre et celui-là. Alors, donc, déjà, P de N, la suite des probabilités. Pourquoi est-ce qu'on est sûr qu'il va y avoir une solution N au fait que P de N soit compris entre ces deux noms? Eh bien, parce qu'on sait que la suite des probabilités de N tend vers 0,5 et qu'elle est croissante. Et aussi qu'elle est majorée par 0,5. Donc vous avez une suite qui est majorée par 0,5 et qui est croissante et qui tend vers 0,5. Donc ça veut dire que le nuage de points qui le représente, c'est quelque chose qui va avoir cette forme-là. C'est-à-dire qu'on va se rapprocher toujours plus de 0,5. Donc ça veut dire qu'on est sûr et certain qu'il existe un rang n à partir duquel eh bien, ma suite passe
les termes de ma suite ont des valeurs supérieures à n'importe quel nombre plus petit que 0,5, donc en particulier 0,49999. Donc la question, c'est à partir de quel rang n, eh bien ma suite de probabilité, les termes de ma suite vont être plus grands que 4,9999. Voilà. Donc il faut trouver ce rang n là. Donc il y a plusieurs méthodes pour le trouver. Soit vous ne savez pas, enfin ici on va utiliser, c'est pas qu'on ne sait pas, c'est qu'ici on va utiliser notre calculatrice et donc on va calculer nos termes de proche en proche avec notre calculatrice et donc on va utiliser pourquoi pas le tableur de la calculatrice. Ici, tant qu'on n'a pas une formule explicite de la suite, c'est difficile de résoudre l'inéquation comme ça. Donc là, dans l'exercice, on ne nous a pas suggéré de formule explicite, donc de résoudre l'inéquation comme ça algébriquement, ça ne va pas être possible pour nous, ou alors il faudrait qu'on s'y connaisse un petit peu plus. Donc je vais prendre ma calculatrice et on va regarder quand est-ce qu'on passe au-dessus de ce nombre. Alors, pour avoir les termes de ma suite avec ma calculatrice, je vais donc m'assurer déjà qu'elle est en mode suite. C'est le cas, ici, suite. Donc c'est bon, je vais dans f de x et donc là on me propose des suites. Alors là j'ai des suites d'un exercice précédent, donc je vais tout effacer. Je vais commencer par tout effacer. Alors on me demande quel est le n minimum. Donc le n minimum c'est le tout premier indice. Ma suite elle est démarrait à U1, c'était P de E1. Donc l'indice minimum c'est 1. Ensuite, ici, on me demande ce que vaut UN. Donc, moi, je ne connais pas de formule explicite pour UN. Donc, je vais utiliser la formule de récurrence qu'on m'a donnée. On m'avait dit qu'un terme, c'était 1/5 du terme précédent plus 2/5. Vous vous souvenez, c'était la formule UN plus 1 égale 1/5 de UN plus 2/5. Je ne sais pas si vous voyez, à peu près. Hop. Donc du coup ici, eh bien moi, vous voyez là ici j'ai UN plus 1, mais moi dans ma formule c'est UN. Donc il faut que je décale d'un cran. Si là j'ai pas UN plus 1 mais UN, ça veut dire qu'ici j'ai pas UN mais UN moins 1. Donc je rentre ma formule, 1/5. Donc 1/5 de UN. Donc je vais chercher U, il est là. U entre parenthèses, alors N moins 1, puisqu'il faut que je décale d'un cran mon indice. Plus 2/5. Voilà, UN minimum, c'était 2/5, mais donc je vais le donner. Hop, 2/5. Une fois que j'ai rempli ça, je vais vérifier dans définir table. Ma table, je veux qu'elle démarre à U1, donc à l'indice 1, et qu'elle aille de 1 en 1, donc c'est parfait. Je vais dans table. Et là, voilà, j'ai les termes de ma suite. Donc au départ, mon premier terme, c'est 0,4. On le savait, hein, puisque c'était 2/5. Et ça augmente. Et ma question, c'était quand est-ce que je dépassais, c'est écrit à haut, 0,49999. Donc là, vous regardez votre calculatrice. Alors en allant dessus, vous voyez, vous obtenez plus de précision ici. Donc, à l'étape d'avant, j'étais à 49,996. Moi, je veux au-dessus de 999. Donc, ce n'était pas encore bon. Par contre, à l'étape d'après, là, on voit que je suis à 49,999,36. Donc, finalement, c'est U7 qui est pour la première fois au-dessus de 0,49999. Donc, pour le justifier, je vais marquer U6 et U7. Pourquoi je marque les deux? Parce que moi, on me demandait le plus petit. Alors moi, on me demandait pour quelle valeur de n on allait être supérieur. Donc moi, ça va être à partir de 7. Mais du coup, pour justifier que ce n'était pas à partir de 6, je vais bien montrer que U6, lui, il était plus petit. Voilà. Alors au-dessus, vous voyez, il y a des 0,5. En réalité, si vous allez dessus, vous allez voir ici qu'il y a des chiffres qui s'affichent en plus. On n'est pas à 0,5, c'est une valeur arrondie. Ne pensez pas qu'on a atteint la valeur de la limite. Ce n'est pas le cas et ça ne sera pas le cas avec cette suite-là. Donc, comment je rédige?
Donc je vais donner mes deux valeurs. Je vais dire P de E6 est environ égal à, je reprends ma calculatrice, je regarde pour 6 que j'avais trouvé, 0,4999668. Et pour P de 7, eh bien, j'avais 0,4999936. Donc, à partir du rang 7, P de En est compris entre 0,49999 et 0,5. Voilà, alors 0,5, on le savait parce que notre suite a été majorée par un demi, on l'avait déjà démontré. Donc ça, c'était tout le temps le cas. Donc en fait, ce n'était pas une contrainte d'être plus petit que 0,5. Par contre, la vraie contrainte, c'était d'être plus grand que ce nombre. Et on est plus grand que ce nombre à partir du moment où n est supérieur ou égal à 7. Puisque pour 7, on est au-dessus. Et comme ma suite, de toute façon, est croissante, on ne redescendra plus jamais en dessous. Voilà qui vient conclure cet exercice.